Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Chantal Cadoré. Je suis ravie de t'avoir à ce micro, te recevoir aujourd'hui. On s'est rencontrés à New York et on s'est revus ensuite à Saint-Paul-les-Dax. Et il y a un feeling qui est passé. Vraiment, en tout cas, tu as été très précieuse pour moi à New York parce que c'était mon premier salon et tu m'as énormément aidée et je t'en suis énormément reconnaissante. Vraiment, ça a été pour moi hyper chaleureux. Alors, d'autres auteurs ont eu cette gentillesse aussi, mais on a eu cette chance d'être à côté et tu m'as donné ton énergie en fait et merci. Merci pour ça. Donc, je suis doublement ravie de t'avoir à ce micro aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Il n'y a pas mieux que soi, je crois, pour se présenter. Bonjour Laurence, merci de tous ces compliments, mais je ne sais pas si je les mérite vraiment. Moi, j'étais ravie de toute façon de faire ta connaissance. Oui, il y a une espèce de feeling qui est passé entre nous, mais ça, c'est quelque chose que je ressens avec certaines personnes que je devais rencontrer forcément quelque part. Et voilà, pas tout le monde, mais il y a certaines personnes où je me dis, tiens, voilà, nos chemins, parce que je ne vais pas parler de destin, mais nos chemins devaient se croiser à ce moment-là. Oui. Donc voilà, je suis auteure de 5 livres, 5 livres essentiellement autobiographiques pour le moment. J'ai commencé à écrire en 2020. Enfin, un petit peu avant, mais j'ai commencé à écrire en 2020. Et pour le moment, j'ai voulu écrire sur ma vie, non pas parce que je suis autocentrée, mais parce que j'ai vécu des choses qui peuvent se transmettre aux autres, qui peuvent soit les aider, soit leur faire comprendre quelque chose. Voilà. Oui. Et ça, c'était mon but. Souvent, on me demande, mais est-ce que écrire te soulage? Et en fait, non, je ne crois pas que c'est une histoire de soulager. Je crois que c'est surtout un besoin de transmettre. J'ai été prof toute ma vie aussi, tu vas me dire. Donc, forcément, comme on dit prof, un jour, prof toujours. Hein. Absolument. Et donc, j'ai besoin de transmettre ce que j'apprends de la vie et de le partager. Voilà. Mais je trouve que c'est précieux et que c'est des fois, enfin, c'est pas des fois d'ailleurs, c'est doublement plus impactant quand on sait que les gens l'ont vécu, parce que ça résonne en soi d'une façon tellement différente. On peut apprendre plein de choses dans les livres de développement personnel, dans des romans, des romans initiatiques, mais ça reste des fictions. C'est ça. C'est que les gens ont vécu quelque chose, qu'ils ont dépassé, qu'ils ont trouvé des outils. Ce ne sera pas forcément les outils du lecteur, mais le lecteur va se dire c'est possible. Elle a réussi, je peux réussir. Et je trouve qu'il y a une force. Moi, j'adore lire des autobiographies, des témoignages, ou regarder même des films Mm, de ces gens qui ont. Des fois, on se dit mais où ils ont été chercher cette force? mm. Et oui, 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 j'adhère complètement à ce style d'écriture. Je reconnais que tu adores partager. Très bien. Donc, tu as commencé à écrire en 2020. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer? Alors, Parce qu'il y a l'envie d'écrire, il y a le fait alors, d'écrire, et il y a le fait non, en fait, j'ai eu un cancer en 2015. J'ai eu un cancer du sein. C'était une période très difficile. Ceux qui ont eu un cancer peuvent savoir à quel point c'est difficile. Et j'avais écrit quelque chose pour moi. J'avais écrit un petit texte pour moi. Et ce texte parlait de l'annonce de ce cancer. Mhm. L'annonce du cancer, l'annonce d'une maladie mortelle, c'est quelque chose d'universel. C'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde partage. On ne met pas toujours des mots dessus, mais en tout cas, on vit tous la même chose. Et il n'y a pas 36 façons d'annoncer à quelqu'un qu'il va mourir ou qu'il peut mourir. Et c'est ça que j'avais écrit à ce moment-là, dans une sorte de cri de révolte. Mhm. Et je l'ai gardé dans mon ordinateur parce que c'était écrit pour moi. Et voilà. Et en 2019, c'est-à-dire 4 ans plus tard, lors d'un octobre rose, justement, au mois d'octobre, je me suis dit, ben, en fait, peut-être que c'est le moment d'écrire, c'est le moment de le montrer, c'est le moment de le sortir.
Quand je l'ai relu, j'ai pleuré. Ça commence bien. Et je l'ai fait lire à deux, trois personnes qui ont pleuré aussi et qui m'ont dit, tu peux pas garder ça comme ça, il faut absolument le montrer aux autres, il faut absolument le publier. J'ai un ami même qui m'a dit, bah, mets-le sur un site qui faisait des concours de textes courts. Et je l'ai mis. Alors, je l'ai transformé, évidemment. C'était bizarre parce que j'ai enlevé tous les je et j'ai mis les elle. J'ai mis du elle, c'est-à-dire que je ne parlais plus de moi. 4 ans plus tard, ce n'était plus moi. 4 ans plus tard, c'était quelqu'un qui avait eu le cancer, c'était un personnage. Je l'ai distancié et de cette façon, j'ai pu le livrer aux autres. Et je l'ai donc mis sur ce site. J'ai obtenu le premier prix, le prix du public avec 4000 vues, 4000 lectures, des commentaires de soignants, de patients, d'accompagnants qui disaient oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je l'avais mis sur mon site, sur mon blog aussi, et les gens avaient beaucoup aimé. Et, euh, et voilà. Et après, on m'a dit, mais en fait, c'est dommage, il faudrait en faire quelque chose. Bon, après, il y a eu le confinement. Le confinement m'a confinée, comme tout le monde, mais j'avais un blog parce que j'avais créé ce blog pour raconter un peu mes voyages. J'avais toujours eu envie d'écrire, mais écrire, ça vient pas comme ça d'un coup de baguette magique, hein. Il faut, il faut être poussé pour ça. Et donc je me suis dit, bah tiens, si je commençais par écrire, raconter mes voyages, c'est déjà pas mal. Et donc ce blog a été une fenêtre sur le monde pendant le confinement. Et j'ai passé tous les jours à écrire, à chercher quoi écrire et à écrire. Et puis écrire, quand on reste enfermé, à tourner en rond dans une pièce ou à faire 1 kilomètre autour de chez soi quand on habite une cité de banlieue parisienne, c'est pas évident du tout, hein. Donc, et puis, il fallait pas que je fasse comme BFM, il fallait pas que je raconte les morts qu'on nous égrenait tous les jours, etc. Il fallait que je fasse rire les gens. Ça, je sais faire. Donc j'ai écrit tous les jours des chroniques. Et puis, ça a beaucoup plu. Et puis, voilà, le confinement a été terminé. En fait, ça m'a donné confiance en moi. Le fait d'avoir été lu régulièrement, le fait d'écrire, c'est devenu une drogue. Tous ceux qui écrivent disent que quand on commence, on ne peut plus s'en passer et que tout devient prétexte à écriture, forcément. Et donc voilà. Et en fait, les choses se sont enchaînées rapidement puisque très peu de temps après le confinement, mon fils, qui est homosexuel, qui est marié, non, qui est homosexuel, qui vivait avec son ami déjà depuis une dizaine d'années, m'annonce qu'ils allaient procéder à une GPA et faire un enfant. Alors, tout d'un coup, je me suis dit, oh, mais ça c'est fantastique. Et je lui ai demandé la permission de pouvoir d'écrire cette histoire pour cet enfant, de faire ce cadeau à cet enfant, et puis aussi pour montrer leur expérience au monde. Et du coup, je me suis lancée dans cette écriture qui a été assez rapide. En fait, ça a mis le temps de la gestation, puisque je l'ai arrêté au moment où le bébé est né. Donc voilà, j'ai suivi les étapes. J'ai pris 2 regards pour écrire ce livre. J'ai écrit le regard de la mère qui reçoit une éducation et qui la donne à son enfant, et le regard de l'enfant qui reçoit l'éducation et qui n'est jamais d'accord avec l'éducation qu'il a reçue. Et, euh, et ce livre parle beaucoup à toutes les mères finalement qui se retrouvent, même les mères qui n'ont pas d'enfants homosexuels, qui se retrouvent parce que c'est notre lot à nous, parents, de faire ce que l'on croit bien et qui est toujours perçu à côté de la plaque. Et en fait, en discutant avec mon fils, je me suis aperçue de plein de choses que j'ignorais, plein de choses que j'ai fait. En fait, c'était un peu une découverte de ma relation avec mon fils. Et aussi le fait d'être dans sa tête, puisque j'ai tout écrit moi-même. Les gens pensent qu'on l'a écrit à 4 mains, mais non. Il a juste validé ou parfois corrigé.
Et le fait d'avoir été dans sa tête m'a permis aussi vraiment d'accéder à, à ce qu'il est et à ne plus penser enfin, à ne pas me tromper sur la personne qu'il est. Parce que souvent, on voit ses enfants d'une façon différente. Oui, tout à fait. Et voilà. Et donc, moi, ça m'a permis d'être vraiment en phase avec lui. Alors, c'est pas toujours, voilà, pas toujours réussi, hein, mais, c'était important. En tant que parent, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école pour être Non, parent. non. Et on fait du mieux qu'on peut. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu ce que je lui expliquais aussi, c'est ce que j'explique aussi dans le livre, hein, que, et ben voilà, on fait ce qu'on peut. Et en fait, c'est drôle parce que autant les mères se retrouvent et autant les jeunes concernés, c'est-à-dire qui sont homosexuels, se retrouvent aussi. Oui. Récemment encore, j'ai discuté avec un auteur avec qui j'avais échangé le livre et mon livre et qui l'a lu et qui m'a dit oh là là, tu peux pas savoir comme j'ai pleuré parce que je me suis retrouvée vraiment dans cette situation et j'ai compris ce que ma mère a, parce que j'ai compris l'attitude de ma mère, j'ai compris, enfin voilà, j'ai compris plein de Oui, choses. Et ça me fait toujours plaisir parce que c'est vrai que ça touche vraiment tout le monde. oui, parce que Et je le vends d'ailleurs, et je le vends d'ailleurs beaucoup plus aux personnes qui n'ont pas d'enfants homosexuels qu'aux autres. c'est peut-être pas si important que l'enfant dans ton livre soit homosexuel ou pas. Voilà, C'est la relation de la mère à l'enfant, c'est ça. le regard de l'enfant peut-être vis-à-vis de la mère, et qu'il soit homosexuel ou pas, le regard ne change pas en fait. C'est Enfin, ça, tout dépend comment exactement. c'est vécu, comment la relation à la mère est vécue, mais ce qui est important, c'est la relation que tu as créée avec ton fils. C'est ça. Et je voulais que ce soit un livre d'amour parce que je l'ai dédié en tout premier à mon petit-fils et j'espère qu'un jour il le lira. Donc voilà, donc j'ai pas conqué la vérité parce que parfois on me fait le reproche, on me dit il y a trop d'amour. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire trop d'amour, mais en fait, je n'ai pas tronqué la réalité. La réalité, c'était comme ça. J'ai juste fait quelques ellipses. Mais ça, c'est l'art du romancier aussi, hein. Oui, oui, ouais, On ne peut pas me reprocher ça. Toute autobiographie est un choix quand même de, oui. de, de morceaux de vie, hein. Tu peux sélectionner les morceaux que tu vas Ah, partager. complètement, complètement. Heureusement d'ailleurs. Heureusement. Tu as Eh droit à ton oui. jardin secret. Exactement. Et donc voilà. Donc ce livre a été primé et ça, j'en ai été extrêmement honorée. En fait, j'ai pas postulé. Quand j'ai sorti ce livre, j'ai commencé à participer à des salons du livre gay. Mhm. Enfin, c'est pas des salons du livre gay, c'est des salons LGBT. Alors moi, je Oui. m'arrête à LGBT, mais je sais qu'il y a plein de lettres derrière avec des plus, plus, plus. Mais bon, je vais m'arrêter à LGBT. Donc, j'ai participé à des salons LGBT et j'ai rencontré des gens. Et ces gens, ils ont été très émus de mon livre. Et c'est eux qui m'ont inscrite à ce concours. Alors, au début, je me suis dit, bof, est-ce que j'ai vraiment envie d'être cataloguée dans ce registre-là? Moi, j'ai écrit ça pour moi, j'ai pas, enfin, j'ai écrit ça pour nous, pour notre histoire, mais je ne suis pas, je ne veux pas être référencée gay, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai obtenu le prix du roman gay à catégorie autobiographie, ce qui m'a beaucoup étonnée, puisque dans ce registre, les autobiographies sont nombreuses et douloureuses aussi. Et j'avais un peu l'impression d'être un imposteur, parce que je me disais, mais je prends la place de quelqu'un qui méritait de l'avoir. Bon, donc on m'a expliqué qu'en fait, je l'ai obtenu parce que c'était le seul livre écrit par une maman Mm. et une future grand-mère sur la GPA. Il y a des livres écrits par les papas célèbres qui médiatisent leur parcours. Il y a des fictions, de plus en plus aujourd'hui, sur ce sujet, mais il n'y a pas les parents ne montent jamais au créneau, les parents restent toujours derrière.
ils acceptent ou ils n'acceptent pas. En général, ils acceptent, mais ils ne montent pas au créneau. Et donc, le fait qu'il y ait deux points de vue, et notamment le point de vue de la mère, c'est ça qui les a intrigués et qui a fait qu'ils me dédient ce texte, ce prix, pardon, excuse-moi. Donc voilà, donc Je trouve, je voudrais juste rebondir, si tu permets, sur le fait que tu dis je prends la place de quelqu'un. Alors déjà, c'est un concours. C'est pas toi qui prends, c'est à toi qu'on donne. oui, Donc je sais. c'est pas toi qui décides. Toi, tu proposes. Et si on t'a décerné, c'est pas parce que tu as payé quelqu'un pour qu'on te le décerne. Donc, voilà, j'avais juste envie de rebondir sur ça. Tu as C'est raison. pas, voilà, tu n'as pris la place de personne. Ça s'appelle un concours. Oui, tu as raison. Et donc, voilà, c'était justement ma petite aparté. Je te laisse continuer. Tu as tout à fait raison. Donc voilà ce livre qui décolle grâce à ce prix, qui marche toujours autant. Vraiment, c'est vraiment mon best-seller, on va dire, hein. Je crois en 2 ans, j'en ai vendu plus de 1000. Alors évidemment, je ne suis pas Marc Lévy encore, hein, Ça viendra. mais c'est déjà pas mal. Tu as pris la pause, je te rappelle, à New J'ai York. pris la pause avec Marc Lévy, mais bon, voilà, à mon niveau, je trouve que c'est Mais vraiment pas c'est mal. Et génial, ça bien continue sûr. toujours, évidemment. Et puis, ce qui Et est peut-être le plus important, c'est la passion que tu mets dedans. oui, je crois que c'est parce que, en fait, pour tout te dire, quand ce livre se trouve seul sur une étagère de librairie, par exemple, il ne se vend pas. Il ne se vend pas parce que la photo fait fuir, parce que le titre ne dit pas grand-chose, parce que peut-être parce que je n'ai pas parlé de la GPA dans la quatrième de couverture, volontairement d'ailleurs. Donc, tout seul, ce livre ne se vend pas. Mais quand je me le présente, et je me fais forte de le présenter, Et tu le fais euh, très bien, je t'ai vu à l'œuvre. J'ai et rarement vu des gens repartir sans. voilà, c'est ça. Et je fais mouche à chaque fois parce que, parce que je l'ai écrit avec mon cœur et que je le présente avec mon cœur. Oui. Et que je crois que ça se ressent et que les gens, parfois j'ai eu des gens qui, avant de l'acheter, pleuraient. Et il me disait, ça me touche tellement. Et je ne sais pas ce que je touchais. Puis après, je sais parce qu'on discute, parce que ça ouvre la discussion et c'est ça que j'aime. Moi, je m'en fiche de le laisser dans une librairie en pile pour qu'il se vende. Juste après le prix, j'en ai vendu une trentaine dans la même librairie. Ok, ok, j'étais contente, ça me rapporte des sous. Mais moi, c'est ce que je veux, c'est voir les gens Oui. et leur parler, c'est qu'ils me racontent leur histoire aussi, parce que j'ai des tonnes d'histoires. Ils me racontent tous une histoire. Et c'est ça que j'aime. Oui. Et je crois que je n'aimerais pas écrire juste pour que mon livre aille dans une librairie. Je crois que c'est ça. J'aime faire le côté commercial aussi. Voilà. On en Et pas parlait. commercial, mais le côté humain. Oui, on en parlait avec Adama qui est passé sur ce podcast il y a très récemment. Et comme on disait, on ne fait pas ces salons pour gagner de l'argent Non, parce qu'il n'y a rien de rentable de toute façon à se déplacer pour faire des salons. Mais c'est le plaisir d'aller rencontrer, comme tu le dis, aller à la rencontre des lecteurs, de leur histoire, de ce qui les touche, c'est ça. les gens qui lisent ta quatrième de couverture te disent «Ah, ça fait écho en moi, C'est ça. parce que forcément, il y a toujours quelque chose qui va résonner chez quelqu'un. Et puis partager des mots. Là, j'étais donc récemment au Québec et les gens me parlaient de leur vie, de leur histoire. Et ça, c'est riche. Voilà. C'est ça. Moi, pour moi, c'est là où il y a la richesse de me déplacer sur des salons. Et c'est exactement ce que tu Tout ressens. à Et fait. avec Adama, on disait donc sur le podcast la dernière fois, il y a cette richesse des rencontres. Et moi, ma première rencontre était New York. Et depuis, ben, j'ai de plus en plus envie d'en faire parce Bien que sûr, bien sûr. j'ai découvert cette richesse et je me dis, waouh, mais pourquoi je n'ai pas fait avant, quoi? C'est trop génial. C'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. Moi, je suis heureuse de l'avoir écrit. Je suis heureuse de le présenter. Je, je m'en prends plein la figure pour pas un rond, bien souvent, hein. Souvent, je suis au bord des larmes parce que les gens
peuvent être adorables et bienveillants, mais peuvent être aussi extrêmement méchants, Oui, extrêmement fermés, oui, parce que ce sujet est un sujet difficile, est un oui. sujet tabou, parce que la GPA est interdite en France, et ça, il ne faut pas l'oublier, il faut y aller avec des pincettes à chaque fois. Et voilà, et donc, j'ai beau me blinder depuis 2 ans, c'est toujours très, très compliqué d'affronter les horreurs qu'on peut me lancer au visage, parce qu'aujourd'hui, quand on touche à l'homosexualité et à l'homoparentalité, aujourd'hui, on touche à mes fils et on touche à mon petit-fils. Et ça marche pas. Oui, Et ça, je ne je peux pas comprends, supporter. Voilà. comprends Et complètement. donc, voilà. Donc, après ce livre, j'ai une cousine qui m'a raconté une histoire d'amour qu'elle avait vécue, une histoire de premier amour. Et un truc fou, c'est un amour qu'elle avait connu entre 13 et 15 ans. Et puis voilà, puis s'était séparés. Puis enfin bon, bref, elle m'a raconté toute son histoire. Ils se sont revus presque 50 ans plus tard, quoi. Ou 45 ans plus tard, enfin quelque chose comme ça. Et donc je me suis dit, oh là, j'ai envie d'écrire ton histoire, est-ce que tu me permets et tout. Et donc, elle m'a autorisée. Et j'ai fait, alors c'est pas une autobiographie, mais j'ai fait un roman sur son histoire. Quand elle l'a lu, elle a pleuré d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit, oh, j'aurais aimé que ça se passe comme ça. Évidemment, j'ai romancé, évidemment. Elle m'a donné le squelette de l'histoire, et moi j'ai fait, j'ai créé les personnages, etc. Et donc voilà, c'est une sorte de fiction, mais pas encore totalement une fiction. Oui. Et donc ça s'appelle J'ai voulu voir Vierzon et j'ai vu Vierzon. Et alors, beaucoup de gens se précipitent sur le livre en disant ah mais pourquoi Vierzon? Je connais Vierzon. Et donc là, j'ai très très peur souvent parce que je ne décris pas Vierzon comme, comme le paradis sur terre. Et donc j'ai dit vous êtes de Vierzon, vous aimez Vierzon? Ah non, Vierzon, c'est pas terrible. Bon, alors ça va. Oui. Non, mais bon, voilà. Le monsieur habite vraiment Vierzon, j'y suis désolée. Et je vais d'ailleurs prochainement aller, alors non pas à Vierzon, ça j'évite les salons du livre à Vierzon, pas exagérer non plus, mais je vais à la Ciotat, au salon du livre de la Ciotat, Mhm. parce que la femme de mon roman ben, habite la Ciotat et l'homme habite Vierzon. Donc, tu vas aller voir La Ciotat par rapport à ton héroïne qui vivait à La Ciotat. Exactement, et je vais donc même faire le salon avec ma cousine qui est donc à l'initiative de ce livre. Donc elle est ravie, elle aussi, de venir présenter son livre, le livre avec moi. Bravo. Voilà. C'est toujours intéressant, je trouve, d'aller voir les endroits qu'on décrit dans les livres. Oui. Mhm. Moi, j'aime, enfin, chaque fois que j'écris, c'est à partir d'endroits où je suis allée, où j'ai ressenti des choses. Oui. Et je trouve que c'est intéressant. Ouais. Et puis là, toi, aller sur les lieux où ta cousine a vécu, justement, Mm. et qui fait partie intégralement de ce roman. Et oui. Un roman très inspiré d'une histoire vraie. Oui, exactement. Et alors, comme pour mes histoires, comme pour mes récits autobiographiques, c'est un roman qui concerne tout le monde parce que tout le monde a son premier amour. Et si tu pouvais savoir combien de premiers amours qui habitent Vierzon, alors là, tu serais très étonné. Tu aurais dû noter systématiquement, ça aurait pu être rigolo, de noter le nombre de gens finalement qui ont eu un premier amour à Vierzon depuis le temps. Exactement, Tu aurais dû tenir un petit compte. Ça aurait pu être. exactement. Parce que franchement, et je crois que ma première lectrice, c'était dans le Nord, enfin non, dans le Grand Est. Et ma première lectrice s'est précipitée sur ce livre en disant ah, les premiers amours, mais c'est fou, j'adore. Vous savez quoi? Premier amour se trouve dans cette salle. Et donc, elle a commencé à me raconter son histoire. Évidemment, elle a dévoré. Et elle me dit, oh là là, ça me donne envie, ça me donne tellement envie de faire la même chose. Alors j'ai dit, ben, vous n'avez qu'à lui offrir le livre. Non, 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 je veux que ça finisse autrement. Voilà, donc il y a plein d'anecdotes. Là aussi, c'est rigolo. Et quand je dis que ça n'est pas autobiographique, eh ben, figure-toi que ça frustre les gens.
Oui, Ouais, parce qu'ils me disent, ah bon, c'est pas votre histoire? Je dis non, celle-là, non. pas toutes quand même. Voilà. Je vais avoir du mal à passer à la fiction après. Voilà. Et enfin, mon dernier livre. Alors, mon dernier livre reprend l'histoire de mon fils 2 ans plus tard. En fait, depuis longtemps, depuis que j'ai sorti, au fait, il faut que je vous dise, les gens me posent des questions sur mes lecteurs. C'est bien de dire mes lecteurs. Oui. Mes lecteurs me posent des questions sur les parents. Enfin, voilà, et comment ils font, et, euh, et, et, et- et comment ça se passe, etc. Alors, il y a de la curiosité, il y a aussi de la suspicion, il y a tout ça. Et donc, moi, au début, je voulais vraiment pas écrire la suite. C'était vraiment pas dans mes intentions. Et puis, à force d'entendre des questions, à force d'entendre des choses, parfois pas très gentilles, j'avais envie de faire un deuxième opus où la mère devient grand-mère et le fils devient père. Et donc, je voulais montrer que ces 2 papas étaient des parents comme les autres. Et je voulais aussi répondre au commentaire qui revient le plus souvent, celui que j'entends le plus, hein, c'est oui, mais pour qu'un enfant soit heureux, il lui faut un papa, une maman. Alors j'explique que en fait, c'est pas la réponse, évidemment, la réponse absolue à ce commentaire, mais ce que je vois et ce que je constate et ce que je sais, c'est que quel que soit le nombre, quel que soit le genre des parents, ce qu'il faut à un enfant, c'est de l'amour, forcément, Bien sûr. une famille, parce que ça, c'est important aussi. Et puis, alors, c'est pour ça que j'ai mis et moi, une grand-mère comme moi, évidemment. Ben oui. Et je montre dans ce livre le lien qui se crée entre la grand-mère et l'enfant. Et donc ça aussi, ça, parfois on m'achète ce livre-là plus que l'autre parce que les grands-mères sont plus intéressées que l'autre. Et voilà, donc c'est rigolo parce que ça touche vraiment d'autres personnes. Plusieurs générations. C'est ça, c'est ça. Alors, évidemment, ceux qui ont lu le premier ont envie de lire le deuxième, quoique parfois ils ont envie de lire le premier, mais sans passer à l'homoparentalité, en fait, hein. C'est encore très difficile de parler de tout ça. C'est encore très difficile de faire accepter l'homoparentalité. Oui. Mais il y a bien des endroits où même l'homosexualité est encore difficile à être acceptée. Oh oui. Quoi Oh qu'on en oui. pense, oui. J'imagine bien que l'homoparentalité est un sujet encore assez tabou pour... Et des garçons. oui, On me dit souvent que les femmes, oui, mais les hommes, voilà. Tout ça, je parle de ça dans le dernier livre. Et puis je montre la façon dont je crée un lien avec cet enfant qui n'a rien de moi, oui, mais qui est mon petit-fils et qui me ressemble. Et voilà. Et en fait, je prouve que il n'y a pas que le lien du sang qui existe dans la vie. Il y a le lien d'amour et voilà. Et donc, pour moi, si un jour quelqu'un vient me dire c'est pas ton petit enfant, je crois que je serais capable de. Je ne sais bien pas de quoi méchant. je serais capable. De devenir méchante, oui, peut-être. On avait fait, tu sais, avec les rencontres des auteurs francophones, le livre collaboratif sur le livre de nos mères. Et j'ai écrit une fiction, hein, totalement fiction, dans ce livre où, dans l'histoire, elle découvre bah, que sa mère n'est pas sa mère finalement. Et la dernière question qui termine la nouvelle, c'est, elle m'a aimée comme une maman. Est-ce que finalement l'amour d'une mère, c'est les liens du sang ou l'amour qu'elle m'a donné? Exactement. Encore un point commun. Exactement. C'est pour ça que je te le livre dans ce podcast, puisqu'on parlait de tous nos points communs tout à l'heure. Et encore un, effectivement, à Mm. travers ça. Alors, j'ai pas écrit un livre, hein, j'ai écrit 3 pages sur ça, mais alors qui n'a rien à voir du tout avec ton histoire, mais il y Oui. a quand même Mais ce non, lien.
ça, C'est c'est ça. bien. Donc, tu as beaucoup écrit et tu as, j'imagine, d'autres, plein d'histoires dans ta tête. Alors, plein non. Ça, je suis pas. Mon problème, c'est que je suis pas très imaginative, mais je suis en train d'écrire une fiction et, et c'est difficile. C'est tout à fait un genre différent. Euh, je suis en plein travail là en ce moment de correction, de rectification, et voilà. Et je tremble à l'idée de sortir ça parce que je me dis, j'ai l'impression, encore une fois, tu vois, j'ai encore le syndrome de l'imposteur. Et je me dis, oh, mon Dieu, est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens vont adhérer? Mais quel est l'intérêt de cette histoire? Puisque ça n'est pas la mienne, quel est l'intérêt de cette histoire? C'est très, très compliqué. D'emmener les gens dans un univers qui sera le tien, même s'il est fictionnel. Ouais, On j'espère. avait cette question avec Alexis Buisson, que j'ai interviewé sur ce podcast. Lui a écrit une autobiographie et il me disait qu'écrire une fiction lui paraissait très difficile. Et je lui disais, moi j'ai écrit que des fictions, même si les émotions dans les fictions sont mes émotions. Je ne sais pas finalement quel est le plus difficile, parce que parler de soi n'est pas simple et se dévoiler dans une autobiographie, bien sûr qu'il y a un cadre puisque c'est dicté par la vie que tu as eue, mais dans la fiction tu es libre, mais en même temps cette liberté peut te faire prendre des chemins qui ne sont pas forcément les meilleurs pour le lecteur. Donc C'est c'est une vraie ça, question. c'est ça. Et moi, enfin, évidemment, tous ceux qui ont commencé par l'autobiographie ont ce sentiment. J'en discutais avec Tanguy, notre ami Tanguy, Oui, tout à fait, qui est et, passé sur le et podcast aussi. voilà, et qui lui aussi est en train de s'essayer à la fiction et qui dit la même chose, qui dit, mon Dieu, c'est difficile, quoi, et on l'écrit avec tellement de doutes. Et voilà, après peu importe, hein, il passe pas, voilà, on joue pas notre vie Et sur un livre, hein. puis, est-ce qu'on n'a pas systématiquement des doutes, que ce soit une fiction ou une Oui, je sais. autobiographie? Oui, bien Est-ce que ce ne sont pas les mêmes doutes finalement sûr, bien qu'on sûr. transpose, peu importe le genre? Je crois que les doutes viennent du fait que quand on le livre aux autres, parce que là, il y a plein de gens qui me demandent de lire ce que j'écris et j'ai dit, non, pas encore. Et en fait, j'ai l'impression pour chacun de mes livres de me mettre à nu finalement. À chaque fois, quand je le livre, c'est vraiment se dénuder. Et, et je crois que ça vient de là, en fait, que ce soit la fiction, que ce soit l'autobiographie, c'est vraiment Bah, que dans la fiction, il y a de toi, forcément, puisque forcément, ça forcément. parle de tes émotions. Donc, c'est aussi te livrer d'une autre façon. Oui, Et forcément. moi, je sais que je suis hyper fébrile aussi chaque fois que je fais lire. Quand j'envoie en bêta lecture, oh là là, je tremble. J'avais fait un Oui, post oui. sur ça il n'y a pas longtemps. C'est terrible. Et en même temps, on y met tellement de nous, de cœur. Mm, Voilà, je me dis, ben, je donne du meilleur de moi. Après, pas peu importe comment c'est reçu parce que ce serait faux. Mais je me suis fait plaisir dans l'écriture. mm, Et c'est ça bien qui sûr, importe. bien sûr. Mm. Et si ça touche, tant mieux. Et si ça touche pas, tant pis. De toute façon, on ne peut pas toucher tout le monde, puisque Non. dans tous les cas, tu l'as bien ressenti par rapport à tes livres. Mais moi, je suis épatée quand même. 5 livres depuis 2020, c'est... Oh, bah, je mets. Non, les deux premiers ont été faits ont été faits un peu avant et même et vite fait puisque le confinement a duré 3 mois, donc voilà, ça compte pas. Et puis les autres se sont enchaînés un par an en fait. Je mets 1 an pour écrire, Ouais. mais je ne sais pas si j'arriverai à m'arrêter en fait. Maintenant que j'ai pris ce rythme d'écriture, tu dois connaître ça, un rythme d'écriture. Oui. Voilà, je pense que je m'ennuierais beaucoup si je n'écrivais pas. Alors moi, quand je n'ai pas la possibilité d'écrire par manque de temps, mais réellement de temps, Mm, ça bouillonne, il faut que ça sorte. À un moment donné, il faut que ça sorte. exactement, exactement. Ça devient, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comme une drogue en fait.
Oui, je crois que vraiment, je m'ennuierais si j'arrêtais de faire ça. Et pourtant, euh, et pourtant, je suis quasiment toutes les semaines en salon. J'ai mon petit-fils. Je manque pas d'activité, hein, c'est pas le problème. J'ai des amis, mais j'ai besoin de ces moments où je suis enfermée chez moi. En fait, j'ai besoin, comme dans les voyages, j'ai besoin de cette solitude Oui, face à moi. oui, Et écrire, c'est vraiment un acte très solitaire. Et je crois que moi qui ai toujours été sociable, je reste sociable, c'est pas le problème. Moi qui ai toujours été entourée, mes élèves, mes collègues, etc. Enfin, être entourée d'élèves, c'est vraiment, voilà, c'est prenant toute la journée. Être prof, c'est toujours avoir la tête prise. Et le fait d'être à la retraite après, bon, j'ai compensé avec les voyages. D'ailleurs, dans Je dis ça, je dis rien, je fais une petite réflexion. Je dis, en fait, quand j'ai pris ma retraite, je me suis dit, bon, ben, maintenant, je vais voyager. Je vais m'inscrire à des activités. J'avais dit, bon, je vais m'inscrire, comme tous les vieux, à des activités. Alors, et je parodie et je dis, voilà, je vais m'inscrire à gym, pilates, machin. Après, je me suis dit, ah ben non, non, c'est pas ça la retraite, c'est pas courir après une activité. Et puis, il me manquait quelque chose. Et en fait, j'ai compris quand je suis partie, que je me suis retrouvée à Bali avec des jeunes femmes, parce que Bali, je te conseille d'ailleurs, Bali, c'est vraiment le pays où tu peux aller seule, où tu peux vivre une aventure seule, sans aucun risque, sans aucune pression, et avoir ce sentiment de beauté et de liberté. Et il y a plein de femmes qui sont là-bas seules aussi. Et c'était des jeunes femmes. Et je me suis dit, ah, mais voilà, je sais ce qui me manque. C'est qu'il me manque de la jeunesse. Je n'en peux plus de voir ces têtes blanches à des conférences, à des machins et tout. Non, non, je veux plus ou marcher avec des vieux, ou enfin des vieux, des gens comme moi, quoi. Je ne pouvais pas, je ne pouvais pas. Et c'était ça qui me manquait. Et voilà. Et donc, je crois que le fait d'écrire, bah, ça me permet de retrouver de cultiver cette solitude, cette liberté que j'aime. Et puis, le fait de partir en salon, c'est le côté sociable, c'est le côté rencontre. Je crois que j'ai trouvé un équilibre finalement au bout maintenant, je suis en retraite depuis 2017, donc ça fait 7 ans. Je crois que j'ai trouvé un équilibre. Voilà. Tu vois, dans les points communs qu'on pouvait citer tout à l'heure, il y a ce besoin de solitude. Ouais. Moi, c'est un besoin, ça a toujours été, hein, même avant l'écriture, j'ai toujours eu besoin de me retrouver seule pour recharger mes batteries. C'est Mm. un moment indispensable, hein, à mon équilibre, d'autant plus maintenant que j'écris. Mais j'ai aussi besoin de voir du monde. Voilà, Oui, c'est ça. Mm. et j'ai trouvé mon équilibre de cette façon également. Mais c'est vraiment, une fois qu'on connaît ce qui nous fait du bien, C'est ça. et là où je me rends compte que beaucoup de gens ne savent pas encore ce qui leur fait du bien. Mm. C'est vrai. C'est vrai. Et c'est vraiment, souvent j'insiste dans mon cabinet à dire aux gens, mais c'est essentiel de se connaître et de respecter pour recharger nos batteries. On en a besoin, c'est pas être égoïste. Alors pas forcément passant par la solitude, parce que c'est propre à chacun, mais on a tous besoin de moments pour recharger nos batteries. Exactement. Ça, il faut savoir ce que c'est. Prendre du temps et voilà. Et ouais, c'est vraiment très, très important. Tu disais tout à l'heure, tu as beaucoup le syndrome de l'imposteur, beaucoup de doutes. Ce podcast, c'est Ils ont rêvé et ils ont osé. Donc, tu es en plein dedans, puisque tu as quand même osé, malgré les doutes et ce syndrome de l'imposteur, montrer. Est-ce que tu as des petits conseils, des petites choses, puisque tu aimes tant partager, qui pourraient fonctionner pour nos auditeurs et les inciter à vivre leurs rêves? Ou trouver justement ce temps pour eux et se ressourcer? Moi, la seule chose que je peux dire, non, j'ai pas vraiment de conseils. Je pense que chacun fait ce qui lui semble bon. Mais ce que je peux constater, moi, par rapport à ma vie, par rapport à ce que j'ai fait, le parcours que j'ai fait, c'est que si on a des rêves, il faut les réaliser le plus vite possible. Parce que la vie, c'est une horloge. Et cette horloge, on n'a aucune idée de quand elle va s'arrêter. Elle peut s'arrêter définitivement ou elle peut s'arrêter.
ponctuellement. Et c'est à ce moment-là qu'on prend conscience que, ah, là, j'ai pas réalisé mes rêves. Moi, j'ai eu la chance d'en prendre conscience et de pouvoir les réaliser. Il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là. Je crois que ce qu'il faut, c'est essayer de ne pas être, essayer d'être un peu moins arrogant envers la vie, essayer de ne pas penser que tout est acquis, que c'est bon, je ferai ça quand je serai à la retraite, ou je ferai ça dans 10 ans, ou je ferai ça plus tard, ou pour l'instant, j'ai pas le temps, pour l'instant, voilà, tout ce qu'on peut dire. Que je comprends, je l'ai fait aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que si on pouvait dire aux gens, attention, attention, oui, je comprends que vous travaillez, je comprends que vous ayez des enfants, mais le jour où ça s'arrête, le jour où ça vous tombe dessus, ben, quel sera le bilan, quoi? Vous n'aurez rien fait finalement. Oui. Et c'est ça que je me dis. Et tu vois, dans ma vie, j'ai eu ça à 3 occasions. Ce rappel à l'ordre à 3 occasions graves. Et, euh, et à chaque fois, j'ai réussi à remonter la pente et à transformer, comment on va dire, poliment, les merdes, les merdes en or. Oui. Et je me dis que c'est sûrement ça qui m'a donné la force. Mais si je peux conseiller aux gens d'éviter ça, Oui. ça serait une bonne chose. Quelquefois, on a des grands coups de pied aux fesses, pour être poli, qui Exactement. montrent. Bon, moi, j'ai failli mourir à 25 ans sur une table d'opération. Mm. Et ça m'a déjà beaucoup transformée. Et il y a 7 ans, en octobre 2017, j'ai eu un accident de voiture qui semblait pas grave au demeurant, mais j'ai eu de multiples opérations du poignet durant 7 ans, puisque la dernière était l'année dernière en mars. Ça m'a arrêté net dans une course contre quelque chose que je pensais passionnant et qui en fait n'était pas mon chemin, hein. Parfait. Et c'est là où je me suis beaucoup arrêtée par la force des choses. Je ne pouvais pas faire autrement. J'ai des broches qui sortaient de mon bras et autres. Et qui m'a amenée, pas tout de suite à l'écriture, mais beaucoup à l'introspection et à me dire, la vie c'est maintenant. C'est Alors ça. j'avais déjà ça en moi par rapport à mon expérience de mort imminente, mais ça s'est amplifié. Et ce qui me paraissait essentiel, ce qui me paraissait important, j'ai dit stop. L'urgence n'est peut-être pas là. C'est ça. Et ça m'a mis du temps, ça a été très difficile. Mais oui, je te rejoins à 300%. Et si on attend que ce soit la vie qui nous le rappelle, ben on le paye chèrement quand même. C'est ça. C'est ce que je pense et c'est le seul conseil que je peux donner, c'est même si on a plein de choses à faire, même si c'est passionnant, même si il faut jamais oublier ses rêves justement. Et si on peut les réaliser avant qu'il ne soit trop tard, c'est bien, c'est bien. Moi, j'étais heureuse de voir que mon fils, par exemple, a toujours suivi ses rêves. Il a toujours, voilà, moi, je l'ai poussé à faire des grandes études, etc. Il les a faites parce que voilà, il est gentil, il est brillant, etc. Et puis quand il a eu fini, il m'a dit, bon, allez, maintenant, moi, je veux faire du théâtre. Et je me suis dit, bon, ça va, il a son diplôme, c'est bien. Et puis qu'il fasse ce qu'il a envie, parce qu'au fond, moi, j'ai pas fait ce que j'avais envie. Finalement, j'ai toujours suivi un chemin raisonnable, parce que c'est ma génération aussi, moi, je me suis mariée jeune, parce que faut faire bouillir la marmite, il faut élever ses enfants, il faut s'occuper de ses parents, voilà, il y avait tellement de choses sur le dos. Et voilà. Et le cancer, c'était le deuxième avertissement. J'ai eu en 1999, tu vois, il y a longtemps, mon appartement a brûlé entièrement. Mais vraiment, vraiment, Oh, c'était un trou, j'ai vraiment tout perdu. oh, Et c'était un traumatisme, c'est énorme comme ah oui. traumatisme. Mais en fait, j'en ai jamais vraiment parlé. Et c'est dans mon dernier livre que j'en parle. Justement pour montrer que même de ça, on peut s'en sortir. Et quand j'ai eu cet avertissement-là, voilà, on était saufs, personne n'est mort, tout le matériel a disparu, on s'est reconstruit. Mais
mais toujours en se disant, ouais, ben, le matériel maintenant, bye bye, ça n'a qu'un temps. D'ailleurs, par exemple, je souris toujours quand on me parle des livres, l'attachement aux livres. Moi, j'avais une bibliothèque qui tapissait mes murs et les livres ont fait du bon feu. Et aujourd'hui, dès que je vois des livres s'accumuler sur mes étagères, j'ai peur. J'ai Oui, toujours cette crainte. Pour moi, une étagère pleine de livres, c'est quelque chose qui va brûler. Et j'ai du mal à me débarrasser de ça. Et pourtant, ça fait 24 ans maintenant. Et voilà. Et donc voilà, au fur et à mesure, ma vigilance s'est ramollie. Et puis, j'ai continué ma vie, etc. Il y a eu le cancer. Je me suis dit, bon, il faut faire attention. Et pareil, et pareil. Et voilà, les livres, et je réussis, et je trouve que la vie est belle, et je ne me préoccupe pas, et je fais pas attention à moi, et je cours, et je cours, et je cours, et bing, une voiture est là, et bam, accident. Et c'était il y a 2 ans, un truc pas de ma faute, vraiment, c'est là, c'est le moment où il fallait pas, enfin, c'est oui, la seconde où tu ne devais pas être là et l'endroit où tu ne devais pas être. Et tout s'arrête à nouveau. Et là, tu te dis, 3 fois, ça fait beaucoup. oui. 3 fois, ça fait beaucoup. Peut-être jamais 203 et on va s'arrêter là. Mais j'essaye de rester toujours vigilante à faire ce que je veux faire tout de suite. Oui. Et tu vois, quand je te disais l'année prochaine, je viens avec toi et je ferai l'année prochaine San Diego, etc., etc., je le dis avec une petite pointe avec une pointe de peur, parce que je me dis, pourquoi c'est pas demain? Pourquoi je l'ai pas fait? Est-ce que je serai là? C'est Bien ça. sûr que tu seras là pour. N'oublie pas, on s'est engagés ensemble J'espère, j'espère. Voilà. voilà. Non, la vie, ben, de toute façon, ça pourrait être la même chose pour moi, mais bon, moi, je suis très optimiste et puis ce serait un très beau salon, je pense, un très beau voyage. Mais oui. Mais tu vois, ça fait pas si longtemps que ça que je programme sur longtemps. Alors moi, je me programme rarement aussi loin dans le temps. Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment parce que on est un petit peu obligé de se positionner et de réserver parce que sinon, ben, on ne pourra pas y aller. Mais c'est rare que voilà. Déjà, quand je programme dans les 3 mois, je trouve que c'est loin. C'est ça. Mais voilà, Donc, on a vraiment beaucoup de points communs, Laurence. mais là, si on veut pas passer à côté de San Diego, fallait vraiment Eh être ben, il, réactif. il faut y aller. Il y a des choses, voilà, on peut pas faire l'impasse. Mais c'est passionnant de parler avec toi, vraiment, Merci ce beaucoup de m'avoir. partage de ressentis. C'est pour ça que bon, la série s'appelle Ils ont rêvé, ils ont osé, mais le titre du podcast, c'est Papotage et confidence, de tous ces auteurs qui passent et qui... Parce que même si on est auteur, on ne vient pas à l'écriture pour les mêmes raisons et on ne vit pas l'écriture de la même façon et on a tous quelque chose à partager. Et je trouve ça tellement riche. Oui. Et puis pour moi, c'est un véritable cadeau de tous vous entendre parce que je m'enrichis de tous ces vécus. Et merci à toi pour... Moi, je te remercie à toi. Je trouve que c'est vraiment très généreux de faire ça. Et c'est superbe parce que ça nous donne une petite fenêtre pour parler. Et puis voilà. Merci de ta générosité, merci de ta bienveillance aussi. mon intention à travers cette série, c'est, oui, je donne des conseils psy dans Secret de psy, mais comme on le disait par rapport aux autobiographies, le fait de parler de soi et de ses expériences résonne d'une autre façon chez les gens. Et ce podcast, cette série est née de ça, en disant à travers tous ces vécus, quels qu'ils soient, au départ, il n'y avait pas que des auteurs, il y a un partage pour les gens qui écoutent et chacun pourra y trouver quelque chose. Et c'est ça qui m'a donné envie, dans ce besoin de partager aussi et de, si je le peux, donner le sourire aux gens. Mais merci encore. Merci à toi, merci à vous tous de nous écouter. Et moi, je retrouve mes auditeurs la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci Chantal Au et à revoir. très bientôt. À très bientôt.